Bienvenue dans cette nouvelle plongée approfondie. Bonjour, je suis ravie d'être là. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de décortiquer une enquête vraiment fascinante issue du livre Empire of AI. Un livre très marquant de la journaliste Karen Hao, oui. Exactement. Et le but de notre échange aujourd'hui, c'est d'extraire les concepts majeurs, les leçons de cet ouvrage. Pour offrir à celles et ceux qui nous écoutent une compréhension claire, nette, Et surtout sans filtre. voilà, sans filtre des enjeux souterrains de la révolution technologique actuelle. Parce que cette exploration, elle s'adresse à toute personne curieuse de comprendre comment les outils modernes, et on pense évidemment à ChatGPT en premier lieu, comment ils sont réellement construits en coulisses. Loin, très loin des discours marketing un peu lisses qu'on nous sert d'habitude. C'est ça. La grande question qui va guider toute notre discussion, c'est la suivante. La course à l'intelligence artificielle est-elle vraiment une marche inévitable vers le progrès de l'humanité? Ou alors, est-ce qu'on assiste à la construction d'un nouvel empire? Un empire bâti sur l'extraction massive de ressources. Et pour lancer la conversation, il faut vraiment rembobiner un peu l'histoire. Se replonger dans un week-end dramatique qui a secoué la planète tech en novembre 2023. Ah oui, un moment assez irréel. Il suffit d'imaginer la scène en fait. Dehors, les moteurs hurlent. C'est le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas. L'événement mondain par excellence. Tout à fait. Et à l'intérieur, dans une chambre d'hôtel super luxueuse et parfaitement insonorisée, Sam Altman, donc le visage de l'IA mondiale, se connecte sur un simple appel vidéo Google Meet. Il s'attend probablement à une formalité de routine à ce moment-là. Bah oui. Et face à lui, sur l'écran, 4 membres de son propre conseil d'administration le fixent avec une gravité glaciale. Et le couperet tombe. En quelques secondes, il est licencié sans ménagement. L'onde de choc a été planétaire. Le monde de la tech retient son souffle, les investisseurs paniquent, les réseaux sociaux s'embrasent. Bon, décortiquons tout ça, oui, parce que ce qui ressemblait à un drame d'entreprise classique, une banale lutte d'ego pour le contrôle d'une start-up, cachait en réalité une guerre idéologique profonde. Une guerre sur l'avenir même de l'humanité. Exactement. Cette scène d'ouverture, elle donne vraiment le ton de l'enquête. La stupeur a été totale, même pour les employés. Le contraste est saisissant entre l'image publique de ce dirigeant, le visionnaire bienveillant qui allait sauver le monde, et la violence froide de cette éviction. Mais pour comprendre comment on est arrivé là, le livre nous invite à quitter Las Vegas. On remonte aux origines, en 2015. Lors d'un fameux dîner privé. Voilà, dans un hôtel cossu de la Silicon Valley, avec des figures majeures comme Elon Musk et Sam Altman. L'intention de départ semblait d'ailleurs très noble. C'est-à-dire, Ces leaders observaient avec inquiétude l'ascension de laboratoires privés rachetés par des géants comme Google. ils avaient peur d'un monopole sur la future superintelligence, c'est ça? C'est ça. Les risques existentiels d'une telle concentration des pouvoirs leur paraissaient inacceptables. Alors la solution imaginée entre le fromage et le dessert, c'était de créer un laboratoire de recherche. OpenAI, Oui, fonctionnant strictement comme une organisation à but non lucratif. pour empêcher les géants de monopoliser tout ça. Ce qui est fascinant ici, c'est le fait que cette ambition de sauver le monde a rapidement été rattrapée par des réalités financières écrasantes. C'est fou quand on y pense. Et la discussion navigue ensuite vers la théorie qui a tout fait basculer. Les fameuses lois de l'échelle, ou scaling laws. Fortement soutenue par Ilya Sutskever. Pour expliquer ça simplement, sans jargon, on peut utiliser l'image d'un feu de joie. Une très bonne analogie. Au lieu d'inventer un meilleur bois ou une nouvelle méthode de combustion, on décide simplement de verser des millions de litres d'essence sur des montagnes de branches de plus en plus immenses. L'idée, c'était que pour rendre l'IA plus intelligente, il suffisait d'injecter des quantités toujours plus colossales de données. Et de puissance de calcul. Exactement. Là où ça devient vraiment intéressant, c'est d'observer la transformation de l'entreprise qui en a découlé. Parce que faire tourner toutes ces machines, ça coûte une fortune. Une fortune absolue. Pour financer cette puissance de calcul, une branche à but lucratif a dû être créée. Ce qui a mené au partenariat de plusieurs milliards de dollars avec Microsoft. Et c'est là qu'on rejoint la métaphore centrale du livre. L'intelligence artificielle vue comme un empire moderne. Oui, loin d'être immatérielle, l'IA est décrite comme une machine vorace. L'enquête met en lumière des exemples concrets et poignants. Le premier pilier de cet empire, c'est l'extraction des données humaines. Aspirer massivement des œuvres d'art, des articles, des conversations en ligne. Sans consentement, le plus souvent, Et sans compensation. c'est la base même de leur modèle. Ensuite, il y a l'exploitation d'une main-d'œuvre complètement invisible. C'est une partie très dure du livre. L'histoire des travailleurs au Kenya. Payer des salaires de misère, c'est bien ça? Moins de 2 $ de l'heure parfois.
Leur travail consistait à lire et filtrer des contenus toxiques, des choses profondément traumatisantes. Des récits de meurtre, des discours de haine, tout ça pour que les réponses de ChatGPT soient lisses et acceptables pour nous. Ils servent littéralement de filtre humain, encaissant un choc psychologique sévère. Ça remet vraiment les choses en perspective. L'autre impact majeur, c'est l'environnement. Oui, l'entraînement de ces modèles requiert une consommation d'eau et d'énergie faramineuse, On parle de centres de données géants. qui s'étendent sur des hectares entiers, sur des terres au Chili ou dans l'Iowa, des régions parfois déjà soumises à un stress hydrique important. Si l'on relie ça à une vision plus globale, comment on peut analyser cette dynamique? Eh bien, l'autrice démontre que cela reproduit des schémas historiques d'extraction et de colonialisme, Où une petite élite concentre les richesses. en exploitant les ressources, le travail et les terres des populations souvent situées dans l'hémisphère sud. Et le livre relate tout ça de manière très factuelle, sans prendre parti politiquement, mais en menant une enquête rigoureuse. Tout à fait. Et dans ce contexte, le dialogue met en évidence la figure de Sam Altman. Il est décrit comme un maître stratège. Obsédé par la croissance et la monopolisation. Il y a cette anecdote où il exprime son admiration pour Napoléon. Ah oui, sa capacité à rassembler les talents et les capitaux sous une bannière quasi religieuse. La fameuse mission de créer une abondance mondiale. Cette promesse de progrès technologique est utilisée pour justifier des coûts sociaux énormes. Et faire taire les régulations par la même occasion. C'est l'argument ultime. Si on sauve l'humanité à la fin, les dommages collatéraux du présent semblent mineurs. Mais alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour celles et ceux qui nous écoutent? Comment appliquer ces connaissances dans la vie quotidienne ou professionnelle? La leçon majeure du livre, c'est qu'il faut cesser de croire au mythe de l'inévitabilité. C'est-à-dire, Les géants de la tech tentent de convaincre le monde que cette forme spécifique d'IA massive, gourmande, centralisée est la seule voie possible pour l'évolution humaine. que c'est le sens de l'histoire, en somme. Mais l'enquête démontre que c'est faux. Le livre présente des alternatives porteuses d'espoir. Ah, ça c'est crucial de le mentionner. Des exemples concrets? L'organisation Teohuiku en Nouvelle-Zélande, par exemple. Qu'est-ce qu'ils font de différent? Ils développent des outils vocaux pour préserver la langue maori, mais en gardant le contrôle absolu sur leurs données. Ils refusent de donner leur patrimoine aux géants de la tech, Exactement. Il y a aussi l'Institut Daher, fondé par Timnit Gebru. qui prônent une recherche décentralisée, c'est ça? Oui, ancré dans les communautés locales. Ça démontre qu'une autre technologie plus respectueuse, éthique et ciblée est tout à fait possible. Savoir cela permet à quiconque utilise ces outils de poser un regard beaucoup plus critique D'interroger la provenance des technologies qu'on intègre dans nos entreprises. et de résister à la précipitation dictée par la peur de manquer le coche, le fameux FOMO. En fin de compte, Empire of AI n'est pas simplement un livre sur le code informatique. Non, c'est une véritable enquête sur le pouvoir, la psychologie humaine et les choix de société. L'ouvrage dit la magie apparente de la technologie pour en révéler les rouages industriels complexes. Et c'est fascinant. Ça donne vraiment une envie irrésistible de se plonger dans le livre pour y découvrir tous les détails des intrigues de la Silicon Valley. Et les témoignages poignants recueillis à travers le monde. Absolument. Pour conclure notre échange, je crois qu'on peut aller encore un peu plus loin. Cela soulève une question importante. Le livre rappelle l'anecdote historique de Joseph Weizenbaum. Le créateur du premier chatbot, Elisa, dans les années 1960. Voilà. Il a passé le reste de sa vie à alerter sur le danger de déléguer notre jugement moral à des machines. Parce qu'il voyait les gens s'attacher émotionnellement à un simple programme. Exactement. Et on peut se demander si la magie de l'IA n'est qu'une illusion créée par des milliards de lignes de données et des serveurs surchauffés. Que se passerait-il si le grand public décidait collectivement d'arrêter de nourrir la machine avec ses propres données et sa propre attention? C'est une réflexion fascinante qu'on laisse à l'appréciation de l'audience pour prolonger l'exploration. Merci beaucoup pour cet éclairage. Gardons l'esprit critique. Et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers de la technologie.